Je m'appelle Nathalie Leroy. J'ai 37 ans. Et jusqu'à il y a 2 semaines, je croyais avoir un mariage correct. Pas un conte de fées. Pas le genre de mariage sur lequel les gens écrivent des publications d'anniversaire avec des légendes exagérées et des sourires filtrés. Juste correct, stable, prévisible d'une manière qui semblait mériter après des années à se choisir l'un l'autre. Avec le recul, c'est peut-être là que je me suis trompé, confondre familiarité et sécurité. Marc et moi étions ensemble depuis 9 ans. Mariés depuis 7 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence professionnelle à Lyon, tous deux à tuer le temps près d'une mauvaise station de café entre deux panels. Une conversation s'est transformée en appel téléphonique. Les appels téléphoniques se sont transformés en 6 mois de relation à distance. Finalement, il a déménagé dans ma ville. 1 an plus tard, nous étions fiancés. 1 an après cela, mariés. Cela a suivi la trajectoire que tout le monde attend. Le genre de parcours que les gens arrêtent de questionner une fois qu'assez de temps a passé. Nous avons acheté une maison il y a 3 ans. 2 voitures dans l'allée, des placards séparés, des listes de courses partagées, des conversations sur les enfants qui atterrissaient toujours quelque part dans un futur vague. Un jour, quand les choses se calmeront. À l'époque, cela semblait raisonnable. Marc travaillait dans la communication d'entreprise. Je travaillais en gestion de projet. Tous deux exigeants, tous deux prenants. Nous nous disions que nous construisions quelque chose ensemble, même lorsque la plupart des jours ressemblaient à des vies parallèles sous le même toit. Le premier signe que quelque chose n'allait pas n'a pas été dramatique. Il s'est juste éloigné. Il a commencé à rentrer plus tard. Pas absurdement tard, juste assez tard pour que le dîner refroidisse avant qu'il ne s'assoie. Il prenait des appels dans la voiture avant d'entrer. Il allait directement dans son bureau en rentrant. La porte à demi fermée, la voix basse. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, j'avais droit à des résumés au lieu d'histoire. Occupé, long, la même chose. Je me disais qu'il était stressé. Son entreprise était en restructuration. Des gens étaient licenciés. N'importe qui serait sur les nerfs. Alors, je me suis adapté. J'ai cuisiné davantage, j'ai pris en charge plus de tâches ménagères, je lui ai laissé de l'espace quand il semblait dépassé. Je n'ai pas fait de reproches, je n'ai pas accusé. J'ai essayé d'être l'épouse solidaire qu'un bon mariage exigeait, selon moi. Mais la distance continuait de grandir malgré tout. Les soirées en amoureux ont disparu. Les conversations sont devenues logistiques. Nous étions des colocataires qui partageaient un lit et évitaient tout contact visuel en se brossant les dents. Puis, il y a environ 3 mois, il a commencé à parler d'elle. Pas constamment, juste assez. Mon ex adorait cet endroit. Mon ex était vraiment doué pour réparer ce genre de choses. Mon ex avait la même voiture. Je n'ai rien dit au début. Je ne voulais pas paraître peu sûr de moi, mais ça ne passait pas. Il m'avait à peine parlé d'elle pendant toutes les années où je l'ai connue. Je connaissais les bases, ils étaient sortis ensemble pendant 4 ans. Elle avait obtenu une offre d'emploi à l'autre bout du pays. Il ne voulait pas déménager. Fin de l'histoire. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Il y a 2 mois, son emploi du temps a changé à nouveau. Plus de sorties le soir, plus d'événements professionnels, d'apéros, de brunch le week-end, rentrant toujours à la maison, finalement, toujours avec des explications raisonnables. Mais quelque chose en moi avait déjà commencé à prêter attention. Le matin où j'ai vu le texto, ce n'était pas intentionnel. Il avait laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il prenait sa douche. Il a vibré une fois. La soirée d'hier était incroyable. Hâte de te revoir. Le nom du contact n'était que des initiales. Mon estomac s'est noué si vite que j'ai dû m'asseoir. Je n'ai pas ouvert le téléphone. Je n'ai pas fait défiler les messages. Je n'en avais pas besoin. Quand il est descendu, je faisais du café comme si de rien n'était. Il a pris son téléphone, l'a regardé et a souri. Ce sourire m'a tout dit. C'était qui, ai-je demandé légèrement. Le texto. Oh, a-t-il dit rapidement. Juste une collègue, un truc de boulot. Il mentait. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Au cours des semaines suivantes, j'ai tout remarqué. Le code de verrouillage sur son téléphone qui n'existait pas avant. Le soin supplémentaire apporté à son apparence.
La façon dont le nom de son ex continuait de se glisser dans les conversations comme un écho qu'il ne pouvait pas faire taire. Il y a 3 semaines, je l'ai finalement assis pour parler. Je lui ai dit que j'avais l'impression que nous nous éloignions. J'ai demandé si quelque chose n'allait pas. Il a dit que j'imaginais des choses. Il a dit que j'étais paranoïaque. Il a dit que je faisais peut-être de la projection. Puis mercredi dernier est arrivé. Il était déjà à la table de la cuisine quand je suis rentré. Un verre de vin devant lui, pas son premier. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. À la fin de cette conversation, il m'a regardé et a prononcé la phrase qui a tout brisé. J'ai quitté une femme mieux que toi pour toi. C'était peut-être mon erreur. La pièce est devenue silencieuse. Je l'ai fixée. Puis j'ai dit doucement, alors va réparer ton erreur. Et je suis sorti. Je n'avais pas de destination quand j'ai quitté la maison ce soir-là. J'ai conduit pendant près de 40 minutes sans musique, les mains crispées sur le volant, rejouant ces mots encore et encore comme si mon cerveau essayait de trouver une version où il faisait moins mal. Une femme mieux. Pas une erreur, pas un mauvais moment. Une femme mieux. J'ai fini chez ma sœur. Elle n'a pas posé de questions quand je suis arrivé après 21 heures avec les yeux rouges et les mains tremblantes. Elle a juste ouvert la porte plus grand, m'a prise dans ses bras et a dit « Tu peux prendre la chambre d'amis ». Cette gentillesse m'a presque brisé. J'ai éteint mon téléphone. J'avais besoin de silence. J'avais besoin que mes pensées arrêtent de se heurter les unes aux autres. Vers minuit, la curiosité l'a emporté. Ou peut-être l'autopunition. Je l'ai rallumé. 21 appels manqués. 14 SMS, tous de Marc. Où es-tu? Nous n'avons pas fini de parler. Ça a dérapé. Je ne le pensais pas comme ça. S'il te plaît, rentre. Le dernier message était arrivé 10 minutes plus tôt. Il faut qu'on parle maintenant. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'assombrisse. Puis j'ai retourné le téléphone face contre terre et je me suis endormi. Le lendemain matin, il y avait d'autres messages. Il était passé de l'irritation à la panique. Il avait même appelé ma sœur, qui lui a dit que j'étais en sécurité mais que j'avais besoin d'espace. Apparemment, cela ne lui a pas plu. Je suis allé travailler quand même, je me suis enterré dans les réunions et les tableurs, reconnaissante pour quelque chose qui exigeait de la logique plutôt que de l'émotion. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon estomac se serrait. En fin d'après-midi, je savais qu'il n'était pas possible de l'éviter pour toujours. Je ne voulais pas vivre dans l'incertitude. Je voulais la vérité, toute la vérité. Quand j'ai finalement répondu à son appel, sa voix semblait plus petite. « On peut parler ?» a-t-il demandé. « Vraiment parler ?» Alors, je l'ai retrouvé dans un endroit neutre, un café calme près du bureau, assez public pour garder les choses civiles, assez neutre pour m'empêcher de craquer. Il avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux, la mâchoire serrée. « Je ne pensais pas ce que j'ai dit », a-t-il commencé immédiatement. J'étais en colère, émotif. « Tu n'as pas bafouillé ces mots », ai-je dit calmement. « Tu les as choisis. » Il a soupiré, a passé une main dans ses cheveux. J'ai juste été confus. Encore ce mot. À propos de quoi, ai-je demandé. Il a hésité, puis l'a finalement dit. J'ai repris contact avec mon ex. Voilà, c'était dit. Comment, ai-je demandé. En ligne au début. Des messages pour prendre des nouvelles. Et puis elle a redéménagé en ville il y a 3 mois. La chronologie s'est mise en place comme un puzzle que j'avais assemblé sans m'en rendre compte. Les rentrées tardives, le secret, le téléphone. Tu l'as vu, ai-je demandé. Parfois, a-t-il dit rapidement. Café, déjeuner, discuter. Et le texto que j'ai vu, ai-je demandé. À propos de la soirée d'hier qui était incroyable? Son visage a changé. Tu as regardé mon téléphone? J'ai vu une notification. C'est tout ce qu'il a fallu. Tu n'avais aucun droit. Tu ne peux pas parler de droit, les jeux coupés. Pas quand tu es émotionnellement impliqué avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une aventure, a-t-il dit défensivement. Nous n'avons pas couché ensemble. Mais tu en as envie, ai-je dit. Il n'a pas répondu. Ce silence m'a tout dit. Alors, c'était quoi le plan, ai-je demandé doucement. Tu me gardes ici pendant que tu essaies de savoir si elle est mieux. Ce n'est pas juste, a-t-il claqué.
Tu n'as pas été présente dans ce mariage non plus. J'ai senti quelque chose en moi devenir très calme. J'étais là, ai-je dit. Chaque soir, chaque week-end, je te demandais comment s'était passée ta journée. J'essayais de créer du lien. Tu m'as fermé la porte au nez. Ce n'est pas la même chose que de me comprendre, a-t-il dit. Elle me comprend. C'était encore là. La comparaison. J'ai réalisé alors que cela n'avait pas commencé il y a 3 mois. Cela avait commencé au moment où il avait décidé de me mesurer à un fantôme. Tu n'es pas revenu vers elle parce que tu étais confus, ai-je dit. Tu es revenu parce que c'était facile. Parce qu'elle ne voit pas qui tu es vraiment maintenant. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Elle ne connaît que la version de toi qui existe dans ses souvenirs. Je connais l'homme qui se cache derrière son téléphone et blâme sa femme pour sa culpabilité. Il a détourné le regard. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-il dit. Mais tu l'as fait, ai-je répondu. Et pire, tu étais prêt à continuer à le faire. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Pas la peur de me perdre. La peur de perdre l'option. Quand je me suis levé pour partir, il a tendu la main vers la mienne. Ne prends pas une décision comme ça, a-t-il dit. On peut arranger ça. J'ai retiré ma main. Non, ai-je dit doucement. Tu voulais voir s'il y avait quelque chose de mieux. Maintenant, tu vas découvrir à quoi ressemble la vie sans moi. Cette nuit-là, allongé dans la chambre d'amis de ma sœur, je n'ai pas pleuré. J'ai juste fixé le plafond, réalisant quelque chose de terrifiant et de libérateur en même temps. Je n'avais pas été abandonné. J'avais été remplacé il y a des mois et on venait seulement de me le dire. Et une fois que j'ai compris cela, quelque chose en moi s'est durci en résolution. Le matin après avoir rencontré Marc au café, je ne me suis pas réveillé le cœur brisé. Je me suis réveillé concentré. Il y a une étrange clarté qui vient quand le déni finit par se dissiper. Une fois que l'histoire que vous vous racontiez s'effondre, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à essayer de la faire tenir debout. Je me suis porté pâle au travail, non pas parce que j'avais besoin de repos, mais parce que j'avais besoin de temps. Du temps pour réfléchir, du temps pour planifier, du temps pour prendre des décisions sans la voix de quelqu'un d'autre dans ma tête. Le premier appel que j'ai passé était à une avocate, pas une dramatique, pas quelqu'un que j'ai trouvé par une recherche frénétique. La même avocate qui s'était occupée de la signature de notre maison 3 ans plus tôt, quelqu'un qui connaissait déjà nos finances, nos noms sur l'acte de propriété, les lois de séparation de notre État. J'ai tout expliqué calmement, liaison émotionnelle, intention de se séparer, pas d'enfant, revenu comparable. Elle a posé une question qui m'est restée en tête. Vous sentez-vous en sécurité à la maison en ce moment? Ce n'était pas une question de violence. C'était une question de limite. Non, ai-je dit honnêtement. À midi, j'avais des réponses. À 13h, j'avais des options. À 14h, j'avais pris ma décision. Ce soir-là, je suis retourné à la maison, mais je n'y suis pas allé seul. J'ai engagé un serrurier. J'ai programmé un petit camion de déménagement et j'ai demandé à ma sœur de me retrouver là-bas. Pas parce que j'avais besoin de protection, mais parce que j'avais besoin d'un témoin. Quand je suis arrivé dans l'allée, la voiture de Marc était déjà là. Il avait dû prendre sa journée aussi. La maison avait l'air exactement la même. Le même revêtement blanc, les mêmes pots de fleurs que j'arrosais chaque week-end. Le même endroit que je croyais solide. Le serrurier attendait déjà. Marc a ouvert la porte quand il a entendu la voiture. Son visage est passé du soulagement à la confusion quand il a vu avec qui j'étais. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé. « Je déménage », ai-je dit d'un ton égal. « Ceci est mon préavis de 30 jours. » Il a cligné des yeux. « Tu quoi ? La maison est à nos deux noms, ai-je continué. Nous réglerons ça par le biais des avocats. Mais je ne vis plus ici. Tu fais ça à cause d'une dispute, a-t-il dit, la voix montant. Je suis entré, le cœur stable. Je fais ça parce que tu m'as dit que m'épouser était une erreur, ai-je dit. Parce que tu es émotionnellement impliqué avec ton ex, et parce que tu voulais me garder ici pendant que tu décidais si elle était mieux. Ce n'est pas ce que je voulais, a-t-il dit. Ça n'a pas d'importance, ai-je répondu. C'est ce que tu as fait. Je suis passé devant lui et j'ai commencé à monter les escaliers. Il a suivi. S'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-il dit.
Je t'aime. Je me suis arrêté en haut des escaliers et je me suis retourné. Tu aimes la sécurité que je procure, ai-je dit. Tu aimes savoir que je serai là pendant que tu tries tes sentiments. Ce n'est pas la même chose. Les déménageurs sont arrivés peu après. J'ai emballé méthodiquement. Vêtements, matériel de travail, documents personnels, choses que j'avais achetées avec mon propre argent. Je n'ai touché à rien de commun. Marc rôdait autour, essayait de parler, s'excusait, faisait marche arrière. Je n'ai pas réagi. Tu as déjà engagé des déménageurs ? A-t-il finalement demandé. Depuis combien de temps prévois-tu ça ? Depuis que tu m'as dit qui tu voulais vraiment, ai-je dit. Une fois que tout a été chargé, je lui ai tendu un dossier. C'est quoi, a-t-il demandé. Un bail, ai-je dit. Renouvelable au mois à l'autre bout de la ville. Je l'ai signé cet après-midi. Il l'a fixé, stupéfait. Tu as vraiment bien réfléchi à tout ça ? J'avais du temps, ai-je dit. J'ai arrêté de répondre à mon téléphone. C'est là qu'il a remarqué le serrurier. Qu'est-ce qu'il fait là ? A demandé Marc sèchement. J'ai croisé son regard. Il change les serrures. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il dit. Je vis ici. Nous sommes tous les deux propriétaires de la maison, a-t-il répliqué. Je suis autorisé à sécuriser ma propriété pendant une séparation. Tu auras de nouvelles clés une fois que nous aurons finalisé les termes temporaires. C'est vindicatif, a-t-il dit. C'est pratique, ai-je dit. Il y a une différence. Le serrurier s'est mis au travail. Porte d'entrée, porte arrière. Marc regardait, l'incrédulité laissant place à la colère. Tu me mets vraiment à la porte ? Je ne t'empêche pas de loger ailleurs, ai-je dit calmement. Tu as des amis, de la famille, et ton ex avec qui tu sembles impatient d'explorer les choses. Silence. Quand le serrurier a fini, il m'a remis les clés. Je les ai prises sans cérémonie. Ma sœur attendait près du camion, les bras croisés, ne disant rien. Alors que je sortais, Marc m'a suivi dans l'allée. S'il te plaît, ne pars pas comme ça, a-t-il dit. Parlons. Parlons vraiment. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Nous avons parlé, ai-je dit. Et tu as clairement fait comprendre que je n'ai jamais été ton premier choix. Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Je suis monté dans ma voiture. Je ne me suis pas retourné. La première nuit dans mon nouvel appartement semblait irréelle. L'espace était calme d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. Pas de bruit de pas familiers. Pas de murmure sourd de quelqu'un d'autre se déplaçant dans des pièces que j'avais mémorisées. Juste le ronronnement du réfrigérateur et le bruit de la ville dérivant par la fenêtre. J'ai mieux dormi que je ne l'espérais. Le lendemain matin, les messages ont recommencé. Marc passait par toutes les émotions comme quelqu'un changeant de station de radio trop vite pour s'arrêter sur une chanson. S'il te plaît, rentre. Tu réagis de manière excessive. Je ne t'ai jamais trompé. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. On peut arranger ça. Tu détruis tout. Je n'ai pas répondu. Au troisième jour, le ton a changé. Il a commencé à dire aux gens que je l'avais abandonné, que j'avais jeté notre mariage sans avertissement, qu'il avait été pris au dépourvu. Je l'ai appris par des amis communs d'abord, des prises de nouvelles soigneusement formulées qui ressemblaient plus à des interrogatoires. Est-ce que ça va ? Que s'est-il vraiment passé ? Marc dit que tu es juste parti. Je leur ai dit la vérité calmement, brièvement. Il a repris contact avec son ex, m'a dit que m'épouser était une erreur, alors je suis parti. Cela mettait généralement fin à la conversation. Tout le monde ne l'a pas cru. Certains l'ont fait. J'ai laissé couler. L'avocate a signifié les papiers de séparation une semaine plus tard. Marc avait 30 jours pour répondre. C'est là que la panique s'est vraiment installée. Il s'est présenté à mon complexe d'appartements 2 fois. La sécurité l'a renvoyé les 2 fois. Il a laissé des messages vocaux en pleurant, puis en colère, puis en suppliant à nouveau. J'ai tout transféré à mon avocate. Au bout de 2 semaines, il a arrêté de me contacter directement. J'ai entendu dire qu'il avait emménagé temporairement chez sa mère, qu'il était dévasté, qu'il ne pouvait pas croire que j'avais abandonné notre couple. Comme si je n'avais pas été la seule à essayer pendant des mois. 3 semaines après mon départ, mon avocate a appelé.
Il veut contester la séparation, a-t-elle dit. Il veut une thérapie de couple. Une autre chance. Non, ai-je dit immédiatement. Elle a marqué une pause. Vous êtes sûr? Oui, ai-je dit. Demandez le divorce. Différends irréconciliables, partage équitable des biens, pas de pension alimentaire, rupture nette. Elle a déposé la demande le lendemain. Marc a sombré après ça. Il a essayé de contrôler le récit en ligne, a posté des messages vagues sur la trahison et la loyauté, sur le fait d'être quitté au moment où il était au plus bas. Je n'ai pas réagi. Quand des amis demandaient, je leur disais la même chose à chaque fois. Je n'étais pas son premier choix. Je me suis retiré de la compétition. C'était suffisant. Au bout de 4 semaines, il a finalement signé. La médiation a été étonnamment calme. Il a accepté de racheter ma part de la maison. J'ai gardé ma voiture, mes meubles, la moitié des économies. Pas de cris, pas de drame au tribunal, juste l'effondrement silencieux de quelque chose qu'il pensait toujours être là. J'ai découvert plus tard, par les mêmes amis communs qui m'avaient questionné autrefois, que les choses avec son ex n'avaient pas marché. Apparemment, elle ne cherchait rien de sérieux. Elle venait de sortir de son propre divorce, profitait de sa liberté, renouer avec d'anciennes flammes. Marc n'était que l'un parmi plusieurs. L'ironie ne m'a pas fait sourire. Elle a juste confirmé ce que je savais déjà. Je n'avais jamais été le problème. Le divorce a été prononcé 6 mois après la nuit où je suis parti. Selon la plupart des standards, c'est rapide. Mais nous n'avions pas d'enfants, pas d'entreprise emmêlée, aucune raison de continuer à tourner autour d'une vérité que nous connaissions déjà tous les deux. Au moment où les papiers ont été signés, je m'étais installé dans ma nouvelle vie. Nouvelle routine, promenade matinale, thérapie tous les mercredis soirs, courses achetées pour une personne au lieu de 2, un espace que je sentais mien d'une manière que la maison n'avait jamais vraiment été. La thérapie m'a aidé à comprendre quelque chose d'important. Je n'avais pas seulement perdu un mariage. J'avais perdu la version de moi-même qui continuait de rapetisser pour faire de la place à l'incertitude de quelqu'un d'autre. Environ 2 mois après la finalisation du divorce, j'ai appris par la bande ce qui s'était passé ensuite. Marc avait essayé d'être avec elle, vraiment essayé. Dîner, week-end en amoureux, des projets qu'il n'avait jamais pris la peine de faire avec moi une fois que les choses étaient devenues confortables. Ça n'a pas duré. Elle n'était pas intéressée par l'engagement. Elle avait été honnête à ce sujet dès le début. Apparemment, elle aimait l'attention, la nostalgie, la façon dont les anciennes relations la faisaient se sentir désirée sans attente. Marc n'avait pas été spécial, juste familier. Quand tout cela s'est effondré, il m'a contacté. Un message, on peut parler? J'ai besoin de tourner la page. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis je l'ai effacé. Tourner la page n'est pas une conversation que quelqu'un mérite après vous avoir déjà montré qui vous étiez pour eux. Quelqu'un m'a demandé récemment si je regrettais la façon dont j'avais tout géré. Déménager si vite, changer les serrures, ne pas rester pour arranger les choses. Je ne regrette pas, parce que la vérité est que Marc ne voulait pas réparer notre mariage. Il voulait me garder comme filet de sécurité pendant qu'il explorait si quelque chose de mieux existait. Et au moment où j'ai retiré ce filet de sécurité, il a paniqué. Pas parce qu'il m'aimait, mais parce qu'il a réalisé qu'il pourrait finir seul. J'ai passé 9 ans avec un homme qui me comparait silencieusement à un passé qu'il n'avait jamais lâché. Qui mesurait notre mariage à l'aune d'une version idéalisée de quelqu'un qui n'avait jamais eu à affronter la vraie vie à ses côtés. Je refuse d'être le second choix de qui que ce soit. Je refuse de rivaliser avec un souvenir. Je refuse d'attendre pendant que quelqu'un décide si je suffis. J'ai 37 ans. Je préfère être seul que d'être le plan de secours de quelqu'un. Et pour la première fois depuis longtemps, cela ressemble à la liberté.